Bonjour, nous sommes ici, gare Montjoly, appelée aussi gare des Charentes à Limoges, pour Une Voix est libre hors série, une émission sur l'une des questions cruciales d'aménagement du territoire. LGV Limoges-Poitiers, stop ou encore? C'est sur ce thème que nous allons débattre, une liaison à grande vitesse entre deux capitales régionales, entre deux régions, et que nous diffusons simultanément sur France 3 Poitou-Charentes et France 3 Limousin. Avec Fabrice Bidot, mon confrère de Poitiers, nous allons sur près d'une heure tenter de vous apporter tous les éléments susceptibles de vous donner une idée précise du projet, de ses tenants et de ses aboutissants, avec les partisans et les opposants. Des avis très tranchés, des oppositions parfois vives, mais un seul objectif pour nous, donner la parole au plus grand nombre pour une meilleure compréhension d'un projet vieux de près de 30 ans. Oui, Xavier, pour alimenter le débat, nous avons prévu de le scinder en trois parties. Nous débattrons d'abord de l'opportunité de construire ou pas cette ligne à grande vitesse entre Limoges et Poitiers. Nous poursuivrons par ses conséquences en termes de construction, mais aussi de mise en service. Et puis nous terminerons sur cette question cruciale du financement, puisque chacun sait que nous sommes en période de vache maigre pour les finances de l'État et des collectivités locales, encore plus aujourd'hui qu'hier. Avec nous, autour de cette table, mais aussi dans les gradins, des intervenants politiques, associatifs, professionnels. Nous les remercions tous de s'être libérés pour échanger et nous leur demandons qu'ils soient pour ou contre de rester courtois et de ne pas trop mobiliser la parole quand on sait combien le débat autour de ce projet peut être passionnel. On débute donc par l'opportunité de faire ou de ne pas faire cette LGV Limoges-Poitiers. Marie-Françoise Perrol-Dumont, bonjour. Vous êtes présidente du Conseil général de Haute-Vienne. Cette question, vous y avez répondu 100 fois et pourtant, il faut continuer à battre le fer. Pourquoi la grande vitesse doit-elle relier ces deux villes, ces deux régions ? Mais votre question suppose la réponse, Monsieur Riboulet. Vous l'avez dit vous-même, c'est une question majeure d'aménagement du territoire. Ça n'est pas la question de Limoges, ça n'est pas la question de la Haute-Vienne. C'est la question d'une des dernières régions de France qui n'est pas reliée à la grande vitesse ferroviaire. Et j'observe avec intérêt que nous sommes la seule région où on n'arrive pas à avoir un consensus. Les Auvergnats ne s'y trompent pas, ils ne sont pas plus bêtes que nous. Pourquoi lancent-ils ce grand débat qui les concerne eux? Et pourquoi sont-ils unis? Parce qu'ils ont bien compris que c'était un enjeu majeur. Donc la question ne se pose pas. Oui, c'est un enjeu définitif pour l'avenir de la région Limousin et bien au-delà. Et beaucoup de maires ne s'y sont pas trompés. Voyez le maire d'Aurillac, voyez le maire de Cahors, voyez le maire de Périgueux et bien d'autres. Guillaume de Russet, vous êtes président du Conseil général de la Vienne. Vous ne défendez pas cette position, vous êtes contre. Bien, écoutez, le département de la Vienne a une priorité. Une priorité depuis des dizaines d'années, c'est la mise à 2 fois 2 voies de la nationale 147 entre Poitiers et Limoges. Et nous regrettons que nous ne soyons pas écoutés par les pouvoirs publics. C'est la raison pour laquelle nous considérons que notre priorité restant cette mise à 2 fois 2 voies de la route 147, eh bien, la LGV est quelque chose qui doit passer après. J'ajoute que je comprends très bien qu'il y ait une volonté d'aménagement du territoire entre Poitiers et Limoges. Mais je rappelle qu'entre Poitiers et Limoges, il y a aussi des gens qui vivent et qui doivent être desservis par soit la route, soit une voie ferrée. Et pourtant, monsieur de Russet, c'est Jean-Pierre Raffarin lui-même qui a lancé ce projet. Je vous propose de l'écouter. Je veux savoir si le gouvernement tient vraiment à cette infrastructure. D'un côté, on nous dit qu'il la faut, de l'autre côté, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent et on coupe les crédits mois après mois. Donc je suis préoccupé par ce projet qui est virtuel et qui embête aujourd'hui toutes les communes sans qu'on sache vraiment s'il est financé, finançable. Alors Jean-Pierre Audy, vous êtes député européen, c'est la droite, on l'a dit, qui a abandonné le projet d'amélioration d'une liaison directe entre Paris et Limoges. C'est la droite qui a relancé le projet de LGV entre Poitiers et Limoges. Et c'est la gauche qui pourrait décrocher la timbale. Vous vous situez où aujourd'hui? Vous êtes pour ou contre la LGV? Madame Chirac a eu raison d'avoir cette idée. Après tous les échanges que nous avons eus sur le fameux Y renversé, il faut l'union sacrée sur le plan politique. Il y a l'aménagement du territoire de notre région. Mais vous savez, il ne s'agit pas d'aller à Paris. Il faut bien comprendre que Paris n'est plus un terminus. Paris est une gare, il s'agit d'aller à Amsterdam, à Londres, à Strasbourg, à Francfort, de rejoindre la Bulgarie, Madrid. Donc le continent européen est un petit continent.
Et nous avons en transversal, c'est à peu près 2000-3000 km, un peu plus entre Porto et l'Estonie, mais c'est le continent idéal pour faire des trains à grande vitesse. Que notre région ne saisisse pas l'opportunité d'avoir un projet qui est prêt, le président de la République qui est limousin, ce ne serait pas une erreur, ce serait une faute. Donc nous, évidemment, nous sommes favorables à cette infrastructure et c'est une bonne idée de transiter par le TGV Atlantique, parce que nous allons rejoindre le barreau à grande vitesse du sud de la région francilienne et donc rejoindre toutes ces interconnexions plutôt que d'arriver à l'intérieur des gares parisiennes. Donc il faut les deux offres ferroviaires. Fabrice ? Oui, nous sommes avec maintenant Jean-Pierre Limousin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne, également défenseur historique de cette LGV. Très concrètement, pour vous, le chef d'entreprise, relier ces deux capitales avec une LGV, qu'est-ce que ça peut changer ? Ça change tout de la place de Limoges dans la compétition française, européenne et mondiale. Aujourd'hui, il y a 200 villes en France qui vont être reliées par un TGV. Et nous, on choisirait de rester à l'écart ? C'est en plus un formidable chantier. On sait qu'aujourd'hui, le secteur du travaux public souffre énormément. C'est un chantier pour des milliers de personnes sur 5 ans. Donc, on n'a pas le droit de rester à côté des grands courants de déplacement et d'être à côté d'un formidable chantier qui participe notamment à mettre notre ville dans la compétition et tout le centre-ouest à bénéficier d'un grand chantier pour les jeunes. Voilà, Xavier, on estime à 1800 le nombre d'emplois que pourrait générer la construction de cette ligne à grande vitesse. Alain Rodet, vous êtes député maire de Limoges, vous êtes pour la LGV bien entendu. Il existe pourtant à l'heure actuelle un certain nombre de commissions qui planchent ou qui ont planché sur le projet. L'autorité environnementale, la commission Duron, le rapport Bianco. Si Bianco et Duron par exemple disent non, pas question de faire de LGV, qu'est-ce que vous leur dites ? Il s'agit de rapports. Oui. Donc ça ne sert pas à grand-chose, comme dit Madame Perrault-Dumont parfois. Un rapport a de l'intérêt. Il y a toujours des idées à creuser. Le problème est le suivant, c'est que dans la grande accumulation des projets qui ont été mis en addition par le précédent gouvernement, ça représente à peu près 240 milliards d'euros de travaux. La LGV Poitiers-Limoges-Brive représente 0,6% de cette somme. C'est bien le diable si on n'arrive pas à mettre en œuvre une part aussi faible. Alors sur le problème des rapports, mais moi j'entends dire il y a eu une réunion ici ou là à l'Assemblée nationale, il y a eu un débat le 28 février à l'Assemblée nationale demandé par le groupe UDI, un débat sur les infrastructures, sur le schéma des infrastructures, débat de 3 heures auquel j'ai participé. Je tiens à disposition de tout le monde mon intervention. Ce que j'observe d'ailleurs ce jour-là, c'est que de tous les parlementaires du tracé entre Toulouse et Paris-Austerlitz, j'étais le seul présent et le seul à intervenir. Ça montre bien qu'à la fois, dans cette affaire, nous n'opposons pas un tracé à un autre. Il y a à la fois besoin des TER, besoin de trains express, comme c'est le cas aujourd'hui de l'Intercité, avec un confort et avec une régularité très incertaine. Et puis on a besoin de la grande vitesse. La grande vitesse, on serait les derniers à l'avoir. Aujourd'hui, il faut moins de temps pour aller de Marseille à Paris, alors qu'il y a 25 ans, eh bien, on mettait 2,5 fois plus de temps pour aller de Marseille à Paris que de Paris à Limoges ou de Limoges à Paris. C'est quand même quelque chose de préoccupant. Si on ne se rend pas compte de ces quelques données chiffrées, à ce moment-là, il faut dire qu'on vit sur un autre monde, qu'on est sur une autre planète. Mais je crois que notre jeunesse, elle est bien dans ce monde et sur cette planète. Nicolas Bromester, vous êtes président du collectif Non à la LGV Limoges-Poitiers. Les arguments des partisans, vous les connaissez, vous les combattez. Comment peut-on être aujourd'hui, contre un projet pour réduire les distances, désenclaver une région, développer les relations finalement entre 2 villes, 2 régions, 2 départements ? Comment on peut être contre ? Nous ne sommes pas du tout contre le désenclavement du Limousin. Le désenclavement du Limousin est de toute façon quelque chose de déjà très effectif. Le Limousin bénéficie, je le rappelle, de la plus grosse quantité d'infrastructures ferroviaires en France et également d'autoroutes tout à fait performantes. Donc clairement, d'un aéroport, je veux dire, la question du désenclavement du Limousin est une question qui me paraît pas être d'une urgence aussi grande que celle qu'on veut bien nous présenter. D'autre part, le problème d'être contre le TGV, ce n'est pas de dire moi je ne veux pas de TGV. Le TGV est quelque chose d'utile. Le problème vous le prenez parfois. Bien sûr, je le prends tout à fait comme beaucoup d'autres gens. La question qui est posée, c'est la question de l'utilité de cette ligne-là dans le schéma d'infrastructure nationale. Et clairement, cette ligne ne répond pas aux besoins d'aménagement du territoire. Le passage des Limousins pour aller à Paris ou rejoindre le réseau européen par Poitiers est une absurdité. Fabrice.
Oui, je suis avec un autre des opposants à cette ligne à grande vitesse, c'est Yvan Tricart. Vous êtes, vous, le porte-parole de la CRI, la coordination des riverains et impactés. On sait qu'il y a plusieurs associations, plusieurs collectifs entre les deux départements. Est-ce que vous êtes exactement tous sur la même longueur d'onde ? Oui, on est tous sur la même longueur d'onde concernant la LGV Limoges-Poitiers, parce que je trouve que M. Rodet a parlé de chiffres, et je crois qu'il faut parler des chiffres. Le projet LGV Limoges-Poitiers, c'est un projet, c'est 2 milliards d'euros valeur 2020, c'est un endettement de 50 ans, et le problème, c'est qu'il a échoué dans ce projet, parce que l'objectif d'amener la grande vitesse au Limousin, c'est un échec complet, parce qu'il amène la grande vitesse à Limoges, mais ça se fait au détriment de tout. C'est-à-dire que va être oublié la Creuse, l'Indre, le Lot, le nord de la Haute-Vienne, etc. Tous ces gens, on va dépenser 2 milliards, on va endetter pendant 5 ans, et tous ces gens mettront plus de temps. Le billet sera plus cher et pour faire le parcours. Est-ce que c'est ça la grande vitesse? Je crois que c'est un échec. Le projet n'est pas un bon projet. Jean Vandenbroek, vous êtes vice-président du conseil régional. 30 ans que le projet traîne, pendulaire, LGV aujourd'hui, toujours rien. Vous les optimistes, mais est-ce que vous comprenez les sceptiques? Non, écoutez, je crois qu'il faut poser les choses de manière très claire et très sereine. Moi, vous avez intitulé votre émission « Limoges-Poitiers, stop ou encore ». Pardonnez-moi, mais stop ou encore, c'est le nom d'un jeu radiophonique, je crois. Nous ne jouons pas. Nous sommes sur des enjeux majeurs. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de refaire un éternel débat. Le débat, il a déjà eu lieu dans le cadre d'une consultation qui a été très large. Les conclusions de cette consultation sont connues, l'enquête publique va donc s'ouvrir. Aujourd'hui, nous avançons. Il ne s'agit pas de dire donc stop ou encore, il s'agit de dire maintenant quand et combien. Et ce sont celles-là les questions qui aujourd'hui se posent. Je voudrais dire aussi que la complémentarité, puisqu'on vient de dire que le Limousin était remarquablement bien desservi par le rail, la complémentarité des systèmes de desserte par le rail, elle est une volonté politique régionale assumée depuis longtemps que de développer les TER. Et je vous rappelle qu'il y a eu de longs débats et que l'on a fait, que de faire en sorte que les lignes se modernisent, et on y a mis de l'argent, et de faire en sorte que demain, la LGV desserve l'ensemble du territoire limousin, directement ou indirectement. Et ce qui n'est pas desservi directement le sera d'une autre manière, et croyez bien que nous y travaillons avec les crédits voulus à la clé. Alors, et dans le même temps, on ne peut pas dire que la région Poitou-Charentes vous soutienne beaucoup. Je vous propose d'écouter sa présidente, Ségolène Royal. Le lien entre Poitiers et Limoges est absolument crucial et pour la région Limousin et pour la région Poitou-Charentes. Donc ces liens transversaux sont très importants. Mais ce qu'il est plus encore, c'est que chacun prend ses responsabilités. On ne veut pas que ce soit la région qui paye. Vous voyez, chacun ses responsabilités. Les grandes infrastructures nationales sont de la responsabilité de l'État. Donc l'État doit assumer ses responsabilités. Et nous devons assumer nos responsabilités dans le cadre des compétences qui sont les nôtres. Donc si le projet se fait, c'est très bien. Je crois des liens rapides entre Poitiers et Limoges, ça manquait. Il y aurait pu y avoir un projet alternatif qui était celui que nous proposions. C'était d'améliorer la ligne TER. Voilà. Puisqu'il y avait déjà une ligne, il y avait déjà une emprise, on pouvait peut-être améliorer la ligne TER. Ça n'aurait pas été aussi rapide que la LGV, c'est vrai. Alors on sait qu'au sein des deux exécutifs régionaux, des deux conseils régionaux, les Verts, Europe Écologie Les Verts représentent un poids important. C'est encore plus vrai en Poitou-Charentes qu'en Limousin. À mes côtés justement, Didier Técher, vous êtes le secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, la position de votre parti est très claire. Il ne faut plus construire de lignes à grande vitesse en France. Pourquoi ? Alors, ce n'est pas tout à fait cette position, parce que par exemple la ligne à grande vitesse Le Mans-Nantes, nous la soutenons, nos élus en Pays de la Loire ont voté ce projet. Donc ce que nous voulons prioriser absolument, ce sont les transports quotidiens. Nous savons que d'ici quelques dizaines d'années au grand maximum, la crise énergétique va être telle que les gens ne pourront pas se rendre quotidiennement à leur travail. L'urgence pour tous les exécutifs, qu'ils soient régionaux, les conseils régionaux, généraux ou les communes, doivent travailler à améliorer le quotidien de leurs concitoyens. Et travailler des écologistes contre le train, ça paraît incompréhensible. Pas forcément, parce que nous ne sommes pas contre tous les trains, tout d'abord. Les trains qui sont extrêmement énergivores, comme les TGV, qui ont une consommation d'électricité qui est phénoménale par rapport à des trains normaux, ces trains-là, nous les combattons. Sauf quand ils sont nécessaires et qui sont concurrentiels aux aéroports. Aux aéroports, nous préférons les TGV.
Gérard Van Den Broek, c'est compliqué de faire avec ses alliés écolos, mais on voit même que dans votre propre famille politique, parfois c'est compliqué aussi d'avoir un consensus. Mais écoutez, il est tout à fait normal que des discussions existent. Il est tout à fait normal également d'avoir parfois des positions divergentes compte tenu d'un certain nombre de réalités locales. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ce qui serait bien chez les autres serait mauvais chez nous. Ça, déjà, c'est quelque chose qui me pose problème. Secondement, je l'ai bien dit, avec nos alliés au Conseil régional d'écologie, nous avons travaillé sur un certain nombre de dossiers, et notamment, Monsieur le Président, sur l'amélioration de la ligne classique Limoges-Poitiers. C'est 82 millions d'euros qui ont été mis sur cette ligne-là. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'effort de fait. Avec nos amis écologistes, nous avons travaillé sur l'évolution du TER. C'est de l'ordre de 62 ou 3 millions d'euros tous les ans. Donc de ce côté, nous avançons. Après qu'il y ait sur le plan local des crispations, cela peut arriver. Nous sommes là pour tranquillement, sereinement, par le dialogue, faire en sorte de lever les inquiétudes et les doutes. Et quand j'y parle de dialogue, c'est aussi par les financements. Car je voudrais dire que de ce côté-là, nous mettons en place des méthodes, des moyens, un certain nombre de systèmes qui nous permettent de donner satisfaction aux uns comme aux autres. Pour les financements, nous en parlerons tout à l'heure. Fabrice. Oui, alors au niveau des écologistes, il y a aussi là des différences. Jean-Daniel, bonjour. Vous êtes conseiller régional, vous êtes ce qu'on appelle un écologiste historique à Limoges, et vous êtes pour la LGV. Alors, quelle différence avec Didier Técher d'Europe Écologie? Simplement, je suis président de la commission des transports également, mais simplement, l'arrivée de la LGV, c'est une triple bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle écologique, je peux vous expliquer pourquoi. C'est une bonne nouvelle sociale et sociétale. Je ne vous fais pas de dessin sur les créations d'emplois. Et bien sûr, une bonne nouvelle économique. Monsieur Limousin l'a cité et il a complètement raison. C'est une bonne nouvelle écologique. Pourquoi? Les deux problèmes de l'écologie à l'heure actuelle, c'est les microparticules en suspension, l'effet de serre et le CO2. Le TGV, zéro effet de serre, zéro émission, zéro particules. De plus, on sait très bien qu'à l'heure actuelle, une minute de gagner sur un temps de transport, c'est 10 000 voitures de moins sur la route. Donc je ne suis pas un ennemi de la voiture, mais je suis un ennemi des particules en suspension. Donc c'est un bénéfice écologique extrêmement important. De plus, je suis un adepte, un aficionados des transports en commun, puisque je dirige la commission des transports. Et on sait bien que les transports en commun fonctionnent quand ils fonctionnent dans un ensemble. Il ne faut pas que des transports régionaux, que des transports internationaux, que des transports nationaux. Il faut que l'ensemble marche. Un dernier mot pour dire à ceux qui nous disent que la région ne fait rien en matière de transport régional et de maillage, je vous dis, moi, que depuis 5 ans, c'est près d'1 milliard d'euros que nous avons mis dans les locomotives, dans l'amélioration des gares, dans l'amélioration des infrastructures, en particulier sur celle qui va à Poitiers, plus d'1,5 million d'euros. Merci. Donc il faut que le dispositif soit complet avec notre raccord à la grande vitesse. Et c'est une très bonne nouvelle. Merci Jean-Daniel. Jean-Marc Pouzol, vous êtes chef de mission pour LGV Limoges-Poitiers à RFF. Est-ce que vous confirmez que le lancement de l'enquête publique sera à l'ordre du jour du conseil d'administration de RFF le 28 mars prochain? Oui, alors la décision de lancer l'enquête publique est bien inscrite à l'ordre du jour du conseil d'administration de RFF de la fin du mois de mars. Le processus est bien une décision du ministre demandant à RFF de lancer l'enquête et RFF, le conseil d'administration de RFF, statuant donc pour lancer cette enquête dans la foulée. Ça veut donc dire que là, c'est une date importante, c'est une marque importante qui est faite. Oui, enfin, ces deux décisions sont le point de départ du processus de mise à l'enquête publique. On en vient aux conséquences de la réalisation ou de l'abandon du projet. Marie-Françoise Pérol-Dumont, comme on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs, on ne fait pas une liaison LGV sans exproprier. Vous pouvez comprendre le désarroi de certaines de ces familles? Votre micro, s'il vous plaît. Tout d'abord, je veux dire que je ne comprends pas cette inquiétude et cette hostilité au lancement de l'enquête publique. À croire que celles et ceux qui voudraient retarder ce lancement de l'enquête publique craignent qu'elle conforte ce que l'on sait déjà, c'est que 80 à 85% de nos concitoyens sont favorables à ce dossier. Donc c'est quand même singulier de dire non à l'enquête publique. Et donc nous espérons bien que la procédure va continuer. Bien sûr qu'il y a des conséquences. Et le Conseil général, dans sa compétence aménagement foncier, compétence récente, a pris, j'allais dire, le taureau par les cornes. Et nous sommes en avance. Plus en avance d'ailleurs, je l'observe que dans la Vienne. À ce propos, je voudrais dire à mon
collègue vice-président de la Vienne. Je comprends bien qu'effectivement, lui, il ne soit pas un turiféraire de cet axe parce que lui, il est dans une ville qui est déjà desservie. Il a quand même fait une petite remarque tout à l'heure que je ne peux pas laisser passer. Parler de la RN 147 et l'opposer à la LGV, ce n'est pas les mêmes finalités. Et je voudrais lui dire très amicalement et très gentiment que si la RN 147 est passée aux oubliettes de l'histoire et que maintenant beaucoup ferraille pour la ressortir, c'est sous les gouvernements Villepin et Fillon. Donc il faut remettre les choses en perspective. La question de l'aménagement foncier, nous y travaillons. Il y a des inquiétudes, c'est normal, elles sont légitimes. Nos services travaillent avec la SAFER pour déjà faire des réserves pour que les exploitants agricoles ne soient pas pénalisés. Nicolas Burmeister, sur le tracé Poitevin, combien de bâtiments pourraient être détruits ? Je suis incapable de vous répondre à cette question pour la bonne et simple raison que pour l'instant, notre combat n'est absolument pas sur la question des tracés, des expropriations et de tous ces éléments-là. Nous combattons la validité même du projet, son intérêt en tant que tel. Et donc toute cette question des expropriations, qui est une question effectivement importante, est une question pour nous qui viendra en son heure si jamais cette enquête d'utilité publique arrive à son terme et conclut à une déclaration d'utilité publique. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le sujet. On n'est pas du tout encore dans cette vision des choses. Alors pour mieux comprendre, je vous propose de regarder ce reportage de Sophie Gou et Francis Tabuteau sur l'opposition justement à ce tracé. Des cartes, des plans, des tracés, ils en ont tous, les opposants à ce projet de ligne TGV entre Limoges et Poitiers, et ils essaient tous de comprendre son intérêt, mais en vain. Depuis des mois, ils cherchent à savoir pourquoi leur cadre de vie va être sacrifié pour une ligne SNCF dont ils contestent l'utilité. Ils ne sont pas les seuls. Le rapport de l'autorité environnementale dénonce une ligne au bilan carbone très mauvais et un projet dont le financement n'est pas définitif. Et puis un autre rapport du ministère des Transports doit aussi déterminer les infrastructures terrestres prioritaires. Nous, ce que nous demandons, c'est de justement prendre le temps par rapport au déclenchement de cette enquête d'utilité publique, puisque nous ne savons pas comment ce projet de LGV Poitiers-Limoges va être hiérarchisé. Il faut savoir que le schéma national des infrastructures terrestres, tel qu'il est présenté aujourd'hui, est évalué à 255 milliards d'euros. Et donc ce n'est absolument pas compatible avec ce que les collectivités peuvent financer. À Fleuret, ce sont d'autres cartes qui circulent, celle de la base Travaux, une enclave de 40 hectares qui servira au chantier pendant 5 ans et pour l'entretien ensuite. Mais la règle n'est pas la même que pour la ligne. Personne ne sera exproprié ou indemnisé, ils seront tous voisins d'une énorme usine. Il prévoit à peu près 400 personnes à travailler sur ce site et c'est une activité, c'est ce qu'ils appellent les fameuses bases H24 puisque donc ils vont travailler en 2/8 sur la base, mais tout l'acheminement de matériaux nécessaires à la fabrication de la LGV va transiter par cette ligne et donc il prévoit à peu près 7 à 8 convois par nuit pour acheminer les différents matériaux. Les opposants restent mobilisés et comptent sur la nécessaire limitation des dépenses publiques voulues par le gouvernement pour ranger ce projet au fond d'un tiroir. Alors tous ceux qui ont emprunté la nationale 147 depuis plusieurs mois ont pu observer sur le bord de la route ces panneaux non à la LGV. Alain Bertrand, bonjour, vous êtes porte-parole du collectif non à la LGV, oui au POLT. Alors Nicolas Burmeister a beau dire qu'aujourd'hui ça n'est pas encore la question des expropriations. Dans votre argumentaire tout de même, vous les opposants, vous ne cessez de mettre en avant les conséquences environnementales, humaines, écologiques de ce projet. Nous argumentons sur un tas de sujets, pas seulement la vitesse. Je tiens à dire que notre collectif représente une quarantaine d'associations diverses, de partis politiques, de syndicats tels Attac et les Amis de la Terre, et que nous avons été entendus dans tout notre argumentaire. Nous avons été entendus, entre autres, par la Cour des comptes, qui a bien précisé que ce qui était important, le plus important, c'était les lignes existantes. Nous avons été entendus par l'agence environnementale, qui elle-même, dans un rapport récent, a bien précisé que l'important était les lignes existantes. Nous avons été entendus également par le ministère avant-hier, qui a bien dit que la priorité devait aller aux lignes existantes. Donc la vitesse, oui, pourquoi pas, mais avec ce que nous avons déjà, soit les lignes existantes. Merci Alain Bertrand, on va laisser le débat se poursuivre. Alain Rodet, on ne peut pas parler de la LGV sans évoquer le POLT, la liaison historique entre Paris et Limoges. Comment voyez-vous la cohabitation? Est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'elle est souhaitable? Mais je crois que tout à l'heure, je vous ai donné un petit peu les éléments de base, me semble-t-il.
Je veux dire par là qu'en matière de desserte ferroviaire, il y a plusieurs types de vitesses. Bon, les TER, on sait leur rôle. Actuellement, ce qu'on appelle le POLT, depuis maintenant l'abandon du projet de POLT, donc en fait, ce qu'on appelait le POLT, en décembre 2003 par M. Raffarin et sous la présidence de M. Chirac, moi j'ai fait pendant 2 ans des démarches. J'ai vu M. Duport, le président de Réseau Ferré de France. J'ai vu M. Gallois, le président de la SNCF. J'ai vu M. de Robien, le ministre des Transports. J'ai vu le président de la République, M. Chirac. J'ai rencontré Mme Chirac. J'ai également vu des élus dans l'Indre, dans le Cher. À l'époque, ils étaient assez peu mobilisés. Je dois dire qu'on a senti vraiment, je ne dirais pas de l'indifférence, mais une très faible mobilisation. On comprend donc que dans ces conditions-là, nous, on est pour défendre l'axe historique, mais sur la base de voies express. On nous arrête aujourd'hui à Orléans, on nous arrête à Vierzon. Bon, il y a la souterraine et Châteauroux, mais je veux dire qu'à une époque, on vante beaucoup le temps du Capitole. Ah, le Capitole. Oui, le Capitole, à une époque, il ne s'arrêtait pas entre Limoges et Paris-Austerlitz. Il mettait 2h45. 40 ans plus tard, on met presque une demi-heure de plus. Oui, 3h02, dans le meilleur des cas. À un certain moment, si le ridicule tuait, il y aurait des morts et des blessés. Merci Alain Rodet. Fabrice. Et pourtant, Xavier, il y a des personnes qui se battent le long de cette ligne pour qu'il y ait le maximum d'arrêts possible. C'est le cas de Bertrand Giraud. Bonjour. Vous êtes le président du comité de défense de la gare de Saint-Sébastien en Greuze. Vous vous battez depuis des années pour que ce fameux train Paris, Orléans, Limoges, Toulouse continue à s'arrêter dans votre gare. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne craignez pas d'être sacrifié sur l'autel de la grande vitesse ? Oui, parce que bon, ceux qui nous disent que les 2 lignes, la LGV et la ligne POLT, pourront survivre avec le même nombre de dessertes, moi j'y crois pas, parce que si les gens passent par Limoges, il est évident qu'il y aura moins de gens sur la ligne POLT. Et d'ailleurs, il y avait un courrier de la DGIDM qui l'a laissé sous-entendre. Donc, Direction générale de l'environnement, hein, on voilà, va faire simple. Le ministère, voilà, pour faire simple. Donc il est évident que la desserte sera réduite. Donc le discours qui dit que les 2 lignes peuvent être maintenues, c'est faux. Il y aura forcément une dégradation sur la ligne POLT. Et c'est quand même une ligne, c'est la 3e radiale du pays, il y a 36 gares avec des potentiels, parce que quand on entend dire que les trains ne peuvent pas s'arrêter partout, nous à Saint-Sébastien on a remonté le chiffre d'affaires de 35% en 9 ans. Donc même dans les petites gares il y a un potentiel, et je rappelle quand même que les petits ruisseaux font les grandes rivières et que l'aménagement du territoire ça vaut pour tout le monde et pas uniquement pour les habitants de Limoges. Gérard Van Den Broek, rien que dans l'intitulé, la LGV Poitiers-Limoges exclut la Corrèze, enfin, elle pourrait aller jusqu'à Brive, puis Toulouse, mais elle exclut la Creuse. On sent un point de blocage avec les élus creusois. Vous le comprenez ? Mais également Périgueux. Oui. Alors, avec les élus creusois, oui, effectivement, parce que je crois qu'aujourd'hui, on a artificiellement monté un combat qui n'a pas de sens entre le POLT et la LGV. Je dis très clairement un combat qui n'a pas de sens. Parce que depuis des années, le président Denano, comme les élus de la région Limousin, se battent, émettent des crédits pour que la ligne se développe. Ce n'est pas par hasard si 500 millions d'euros ont été dégagés en 10 ans sur cette ligne-là. Je crois que le président de région n'y est pas tout à fait étranger. Aujourd'hui, on se base sur des fréquences. Il faut savoir que les chiffres que l'on avance, on dit il y a 11 allers-retours entre Limoges et Paris. Il y a en fait 6 arrêts aujourd'hui, 7 avec le TGV de Nanou, si j'ose dire, à la souterraine. Eh bien, nous nous battrons pour que demain, il y ait le même nombre de fréquences sur cette ligne, et c'est indispensable. Et là encore, on y mettra les équipements qu'il faut pour qu'il en soit ainsi. Fabrice. Malheureusement, vos arguments, Gérard Van Den Broek, n'ont pas été encore pour l'instant entendus par les maires de la Creuse qui ont unanimement pris position pour la défense de la ligne POLT. Alors, est-ce que c'est Laurent Dolny, vous êtes maire et conseiller général de Dinde-Palestel, vous êtes UMP, mais vous parlez au nom de l'ensemble des maires de la Creuse puisqu'il y a unanimité. Est-ce que vous êtes contre la LGV et pour le POLT ou seulement pour le POLT ? Aujourd'hui, la position des maires de la Creuse, elle est pour une position contre. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il y a eu un courrier de M. Bursault, le directeur général de l'infrastructure et des transports, indiquant qu'effectivement, on se rendait compte que petit à petit, la ligne POLT allait être asséchée. Donc la position des maires et des élus de la Creuse, et je regrette que les parlementaires ne soient pas là, sinon ils auraient pu le dire de leur vive voix aussi, est contre tout simplement cette LGV pour laquelle effectivement on sent l'assèchement à la longue de la ligne POLT et l'inquiétude. Et c'est vrai que l'intérêt général, j'entendais M. Limousin parler tout à l'heure, l'intérêt général, c'est aussi pour la Creuse. En Creuse, nous avons aussi des entreprises, nous avons aussi des familles qui veulent s'installer. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, pour partir de la souterraine, monter sur Limoges pour aller à Paris, il y a un problème. Donc aujourd'hui, voilà, la position des élus, elle est claire, nette et précise. Et j'ai bien compris qu'avant-hier, il y avait eu un colloque et que suite à ce colloque, on a essayé d'être rassuré. Mais un jour, c'est un pas en avant, un jour, un pas en arrière. Et qu'en fin de compte, on se rend compte que petit à petit, on sent que cette ligne POLT est menacée et est en danger.
Jean-Marc Pouzol, comment RFF entend gérer la liaison POLT si le projet aboutit? Est-ce que vous confirmez que nous pourrions passer à 4 liaisons hebdomadaires? Quotidiennes, pardon, 4 liaisons quotidiennes. Alors, votre question appelle 2 réponses. Réseau Ferré de France investit sur la liaison historique. Le budget a été rappelé tout à l'heure. Ce sont plus de 400 millions d'euros en 10 ans pour remettre en état, maintenir en état et améliorer ces axes. L'approche de Réseau Ferré de France, dans l'approche nationale, est bien de développer le ferroviaire en assurant la complémentarité entre tous les modes. Donc Réseau Ferré de France recherche une complémentarité entre un projet de LGV, quel qu'il soit, et le réseau existant sur lequel les TGV, les trains à grande vitesse, doivent se déplacer, en général en supplément ou au-delà des voies ferrées existantes, et également tous les services complémentaires, qu'ils soient TET ou TER. Fabrice. Alors le problème est évidemment de cette complémentarité, c'est qu'aujourd'hui il y a 11 trains entre Limoges et Paris. Si on en ajoute 11 supplémentaires en TGV, ça fait 22. C'est un risque de voir circuler des trains vides entre le Limousin et Paris. Alors justement, quelle est la position? On a entendu la Creuse, quelle est la position de la Corrèze maintenant? André Pambouzoglou, bonjour, vous êtes maire adjoint de Brive. Ce matin, dans l'émission La Voix libre, Alain Rodet nous disait que c'était une ligne Poitiers-Limoges-Brive. Est-ce que ça signifie qu'à Brive, on est favorable à ce barreau LGV? À Brive, le député maire et moi-même partageons, ainsi que la majorité, l'idée que nous avons besoin de la grande vitesse. Nous nous sommes battus pendant des années pour l'obtenir. Et je ne suis pas tout à fait satisfait de voir M. Audy déclarer qu'on avait eu raison de supprimer à la fois le Y renversé par M. Balladur, le TGV pendulaire qui était pratiquement ficelé. Et donc nous avons mené ce combat et je dis qu'Alain Rodet était à nos côtés avec la région Limousin pour effectivement considérer que c'était un projet intéressant. Alors pour ce qui concerne le projet Limoges-Poitiers, stop ou encore, moi je pense que ce ne peut pas être stop, ça sera à coup sûr encore. Mais avec pragmatisme, on considère qu'on ne connaît pas à quelle échéance ça va se produire, ni les conditions du financement dont vous allez parler tout à l'heure. Et à partir de là, ce qui a été mis en place, c'est la détérioration complète des circulations sur l'axe POLT. Oui. Et donc, il nous paraît, à l'heure actuelle, être aussi une urgence de considérer que des efforts doivent être portés et qu'en ce sens, nous partageons la politique du gouvernement, à savoir priorité au réseau classique, à sa modernisation, parce que de toute façon, ce projet de LGV par Poitiers, la droite qui le voulait, au niveau du Grenelle, elle l'avait classé dans le Grenelle 2, en dernière position, sur la base et éventuellement Limoges-Poitiers. Voilà. Nous avons, avec le président de région, créé les conditions pour qu'il remonte dans le Grenelle 20, mais je ne suis pas certain qu'il sera, au-dessus du panier. Alors, et donc, voilà pourquoi nous considérons que l'axe POLT doit être aussi un élément de bataille dans le Limousin. Merci André Pambouzoglou. On va pas faire de Brive un cul-de-sac. On a besoin aussi de descendre. Merci M. Pambouzoglou. Gérard Van den Broek, au-delà du POLT, il y a aussi les trains express régionaux. Qu'est-ce qui se pourrait se passer si on avait une liaison LGV entre Poitiers et Limoges? C'est l'abandon du TER? Bien sûr que non. C'est au contraire la volonté. On l'a mis en application déjà, j'allais dire par anticipation. C'est la volonté de faire qu'à partir des villes desservies par la grande vitesse, on ait des TER efficaces qui puissent mailler l'ensemble du territoire. Et je crois que c'est important. Et je ne peux pas laisser dire ou sous-entendre que la région abandonnerait un de ces 3 départements. Nous travaillons à l'unité territoriale et nous le prouvons tous les jours.
Monsieur Burmeister, en 30 secondes, s'il vous plaît, si la LGV se fait, est-ce que c'est la mort, selon vous, des lignes TER? Non, ce n'est pas la mort des lignes TER, mais c'est leur momification. C'est-à-dire que dans le cas présent, si on considère qu'il va y avoir 13 allers-retours sur cette ligne, on sait que les sillons que RFF met en place sur les lignes vont impacter de manière majeure la possibilité de développement des TER. Or, comme on le disait tout à l'heure, le développement des TER, c'est indispensable pour les déplacements du quotidien et pas pour les déplacements de type TGV. Donc il est très important d'être en mesure de développer le TER, et c'est pour ça que nous avons monté une association qui s'appelle TER d'avenir Poitiers-Limoges, dans laquelle nous essayons de mettre en place les conditions d'utilisation optimale du TER. Or, la ligne LGV, eh bien, elle bloque complètement les possibilités de développement parce qu'elle va impacter sur la possibilité d'ouverture de sillons. Alors, le temps passe vite, on en arrive à la dernière partie de cette hors-série, et pas la moins importante, car si la décision est prise d'une liaison LGV entre Limoges et Poitiers, qui paiera quoi? Premiers éléments de réponse avec Emmanuel Brault. La question du financement de la LGV entre Poitiers et Limoges, c'est avant tout un chiffre, environ 2 milliards d'euros. Voilà ce que coûteraient les 110 km de voies entre les deux capitales régionales. Alors qui va payer? 3 grandes options sont envisageables, 3 types de montage financier. Tout d'abord, RFF, Réseau Ferré de France, entreprise publique, construit la ligne avec l'aide financière de l'État, des collectivités locales et de l'Europe. Le problème, c'est que RFF n'a pas d'argent. D'ailleurs, Jean-Louis Bianco, ancien ministre des Transports, actuellement chargé d'une mission sur le rail, préconise de ne pas s'engager sur de nouveaux projets LGV pour ne pas aggraver le surendettement d'RFF. Deuxième solution, la concession. Les pouvoirs publics choisissent un partenaire privé qui construit, exploite la ligne et demande un droit de passage. Ce partenaire privé prend tous les risques et notamment celui d'un trafic inférieur aux prévisions avec les pertes financières qui en découlent. C'est une concession qui a par exemple été choisie pour la ligne Bordeaux-Tours, actuellement en construction, mais le trafic entre Poitiers et Limoges pourrait sembler trop incertain pour que cette option soit retenue. Dernière solution, un simple contrat de partenariat. Là aussi, une ou plusieurs entreprises privées construisent et exploitent la ligne, mais les risques sont partagés entre le privé et le public. Du coup, le mode de rémunération est différent et prend la forme d'un loyer qui reste a priori inchangé, même si le trafic n'est pas à la hauteur des espérances. Quelle que soit la solution retenue, les collectivités locales devront faire partie des financeurs publics. Le Conseil général de la Haute-Vienne et le Conseil régional du Limousin sont bien sûr prêts à payer, ainsi que les villes de Limoges et de Poitiers. Mais Ségolène Royal, présidente du Poitou-Charentes, ne veut toujours pas donner le moindre sou. Idem pour le Conseil général de la Vienne. Le tour de table financier s'annonce donc très compliqué et pourrait prendre encore quelques années, alors que l'enquête publique devrait démarrer cet été et que la déclaration d'utilité publique pourrait intervenir dès la fin de l'année prochaine. Marie-Françoise Perol-Dumont, quelle option vous semble la plus appropriée? Tout d'abord, on ne peut pas laisser dire n'importe quoi. J'ai écouté un collègue de la Creuse dire tout à l'heure qu'il était contre la LGV parce qu'il s'intéressait aux entreprises de la Creuse. Hier se tenait au siège du Conseil général de la Haute-Vienne, l'Assemblée générale de la CGPME, où était présent le président de la CGPME de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze. J'observe que ces 3 assemblées qui défendent les petites et moyennes entreprises, qui sont la pierre angulaire des entreprises dans un département, d'une région comme la nôtre, ont tous voté des motions favorables à ce barreau TGV en disant qu'il était d'une impérieuse nécessité pour les entreprises de leur territoire. Mais le financement, qu'est-ce qui vous semble le plus approprié pour le financement? La question du financement, cet axe-là, Alain Rodet le disait, il représente moins de 0,6% de tous les projets qui avaient été inscrits. C'est le moins cher au kilomètre. Vous savez, quand Ségolène Royal dit à juste titre que ça ne devrait pas être aux collectivités territoriales à payer, mais ça n'est pas d'hier. Nous avons, nous, Conseil général de la Haute-Vienne, déjà mis 10 millions d'euros sur la RN 141 et nous l'avons fait sous des gouvernements précédents. Sinon, ça ne serait pas fait parce que nous connaissons la situation des finances publiques. Donc, il y a des grands principes, mais il y a aussi une réalité qui fait que maintenant, pas une infrastructure ne peut se réaliser sans une participation des collectivités locales et territoriales. Et nous nous sommes mis en Haute-Vienne en situation de pouvoir faire face à ce défi. Fabrice? Oui, alors la question du financement est cruciale. Jean-Pierre Limousin, je rappelle, vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Vienne. Vous connaissez bien la situation économique des entreprises, la problématique des concessions. Aujourd'hui, quelle est à votre avis la meilleure façon de financer la construction de cette ligne?
La meilleure façon de la financer, c'est d'abord de regarder que c'est un investissement qui va durer 100, 150 ou 200 ans. Et qu'aujourd'hui, personne ne se pose la question de savoir comment a été financé le POLT il y a 150 ans. Donc, on se projette sur des longues périodes. Le deuxième élément, c'est de se dire qu'il n'y a pas que le Limousin ou la Haute-Vienne qui va y cotiser. Moi, j'ai rencontré les responsables du Conseil régional d'Aquitaine qui vont participer. La mairie de Périgueux va y participer. Celle d'Aurillac qui participe. Le président du Conseil régional du Midi-Pyrénées a dit qu'il participerait. Donc, c'est de faire le tour de table le plus large possible pour faire en sorte de financer un investissement qui, quand bien même les collectivités locales y participeraient pour quelques dizaines de pourcents, ça coûtera jamais que 10, 20 ou 30% d'un coût de 100. Et moi, quand j'ai 70% de rabais sur le prix, je prends. Et une concession, ça vous paraît rentable aujourd'hui d'envisager un concessionnaire comme Vinci sur la Sud-Europe Atlantique? On n'est pas à ce sujet-là. C'est la dernière étape, le financement. Aujourd'hui, c'est le principe. Une fois qu'on a acquis le principe, on se bat sur le financement. Moi, je me battrai sur le financement le jour où la déclaration d'utilité publique sera sortie. Et pourtant, Xavier, la Commission Duron a précisément pour objectif de régler le problème du financement des grandes infrastructures en France. Alain Rodet, jusqu'à quelle somme la mairie de Limoges, voire la communauté d'agglomération, est-elle prête à aller? On peut le dire, ça ou pas? Nous ne rentrons pas dans ce débat, mais nous savons bien qu'aujourd'hui, même si on peut dire tel domaine est de la compétence de l'État ou de l'Europe, on sait très bien que Limoges, pour avoir une université, on sait ce qu'elle représente aujourd'hui, eh bien la ville de Limoges a tapé dans la tirelire. Et je crois qu'on s'en félicite. De la même façon, quand il a fallu faire la traversée de Limoges par l'autoroute A20, eh bien, c'était il y a plus de 30 ans, le gouvernement de l'époque a dit il faut que vous participiez, que vous en payiez la moitié. Normalement, c'était une voirie nationale. On a payé la moitié. Et les derniers emprunts ont été remboursés récemment. Et cette autoroute, elle fait 55, 60 000 véhicules jour. Je veux dire par là qu'à partir d'un certain moment, si on veut du développement économique, si on veut de la croissance, si on veut des emplois pour la jeunesse et pour l'avenir, il faut aller les chercher. Guillaume de Russet, pour vous, toujours pas question de payer, mais si le projet se fait et irrigue, quoi que vous en disiez, le département de la Vienne, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, nous ne sommes pas contre les LGV. Nous l'avons prouvé puisque nous finançons la LGV Sud-Europe Atlantique. Nous dépensons aujourd'hui en actualisé 32 millions sur la Sud-Europe Atlantique. Nous regrettons que, comme tout le monde, que les collectivités locales soient impliquées dans ces grandes infrastructures. D'ailleurs, je rappelle que l'État nous reproche toujours, à nous, collectivités territoriales, d'avoir des financements croisés, hein, en disant c'est ingérable les financements croisés, mais c'est lui le premier qui demande les financements croisés. Oui, mais c'était vrai hier comme aujourd'hui, donc il n'y a pas un grand changement. Mais d'ailleurs, je voudrais quand même revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Mais vite, c'est pas un problème politique. C'est un problème, parce qu'on a beaucoup parlé de position politique des uns et des autres. C'est un problème d'aménagement du territoire. Chacun, en fonction de son territoire, a des priorités. Et je comprends les priorités de Limoges. Mais il faut que nous comprenions aussi les priorités de la Vienne. Si il y a une obligation de payer, il ne pourra pas y avoir une obligation de payer d'ailleurs pour les collectivités territoriales, car les collectivités territoriales sont libres de décider de leur implication. Mais s'il y a la construction de cette ligne, il faudra quand même qu'on se pose des questions, parce qu'on parle d'un schéma national des infrastructures à 250 milliards. Alors on me dit c'est 0,6% des 250 milliards. Mais enfin, c'est quand même 2 milliards et il faut les trouver, ces 2 milliards. Merci, M. de Russet. Jean-Pierre Audy, et l'Europe dans tout ça, comment peut-elle entrer dans le tour de table? Bon, il aura échappé à personne que ce n'est pas une ligne qui est immédiatement de niveau européen. Néanmoins, il y a 3 pistes que je suggère. Nous sommes, au niveau de l'Union européenne, en train de réviser le schéma du réseau transeuropéen de transport. Les États membres vont négocier entre eux et la décision sera prise d'ici fin octobre. Moi, je pense que si les élus, via le préfet de région, saisissaient le gouvernement pour demander le classement dans les lignes européennes, ça permettrait un accès à ce financement qui a été maltraité, que nous avons d'ailleurs refusé au niveau du budget avec le Parlement, mais nous sommes en négociation sur le budget général. La deuxième piste, c'est les fonds européens. Il faudra qu'on trouve une majorité politique pour permettre aux fonds européens de financer le transport. Ce n'est pas gagné, mais on devrait pouvoir y arriver. Enfin, il y a la Banque européenne d'investissement.
son ancien président, Philippe Maystadt, avait promis d'intervenir sur ce type de projet. Gérard Van den Broek, quand il faut payer, c'est toujours là que les choses se gâtent. Est-ce que vous sentez aujourd'hui les Creusois, les Corréziens prêts à taper dans la tirelire? Mais écoutez, les choses se gâtent quand il faut payer, on le sait bien. Mais nous, en tant que région, qui sera sans doute la collectivité amenée à participer le plus de toutes les collectivités, nous avons fait nos choix depuis longtemps. Nous savons que l'investissement de ces lignes à grande vitesse sera l'équivalent, grosso modo, du plan de relance qu'on a voté cette année, c'est-à-dire d'une dizaine, une quinzaine de millions d'euros. Bien, figurez-vous que c'est la plus belle des relances que nous pourrions faire en termes de travail, en termes d'emploi, en termes d'activité et en termes d'avenir. Donc, nous sommes prêts à y aller. Et j'irai même un peu plus loin. Il me semble que parfois, il faut s'appliquer le principe « aide-toi, le ciel t'aidera ». Eh bien, nous amorçons et nous espérons bien que le ciel administratif suivra. Nicolas Burmeister, vous, ce sont vos impôts qui serviront à financer ce projet. Si on en arrive à ce stade et là, vous ne pourrez pas reculer. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire monsieur, la question du développement économique est une question évidemment qui nous tient à cœur, comme à tout le monde. Mais l'exemple actuel que nous avons sur la SEA montre que localement, les conseils économiques locaux se plaignent justement de l'absence de retombées. Récemment, la semaine dernière, il y a eu 5 000 emplois malgré tout sur la SEA. 5 000 emplois, mais pour combien de temps? Oui, mais il n'empêche 5 000 emplois. C'est 5 000 emplois dont on sait que le temps que ça dure, c'est déjà pas mal. Le temps que ça dure, mais je veux dire, c'est un feu follet. On est dans quelque chose qui n'est pas durable. Moi, si on doit construire des choses durables, je suis d'accord. Allons-y, réindustrialisons, remettons du transport local, faisons en sorte que tout ça se développe. Mais ça, ce sont des choses qui sont complètement caduques en quelques années et qui n'apporteront rien sur le plan économique à terme. Au contraire, qui vont poser des problèmes avec la mise en place d'infrastructures pour le développement de ces éléments et qui devront être ensuite abandonnés. On le voit bien à Poitiers avec la construction, par exemple, sur la SEA de tout un tas d'immeubles qu'aujourd'hui on est en train de vendre. Fabrice? Alors, il y a des autres solutions, il y a des alternatives. Yvan Tricart, est-ce que vous pouvez nous démontrer en 1 minute qu'on peut faire mieux, aussi rapide et moins cher? Oui, quand même sur le financement. Parce qu'il y a eu un rapport de l'autorité environnementale qui vient de tomber, page 13. Il explique dans ce rapport que la rentabilité du projet LGV telle qu'elle est ne pourra pas être trouvée en 50 ans. Comment on va intéresser des gens sur un projet qui n'est totalement pas rentable, et ce, comme il précise, en ramenant le nombre de trains sur POLT de 11 allers-retours à 4, c'est-à-dire en ponctionnant réellement. Vous avez une alternative? Alors, oui, il y a l'alternative. L'alternative, c'est la ligne POLT. L'alternative, aujourd'hui, hier à l'Assemblée nationale, le représentant du ministre qui était là a expliqué que de toute manière, on ne travaillait pas sur les mêmes temps parce que le POLT, c'est pour dès maintenant, alors que le projet LGV, c'est, il a dit, à une horizon de 2030. Donc pourquoi perdre du temps? Non, je ne crois pas que ce soit ça. C'est ce qu'il a dit hier à l'Assemblée nationale. Pourquoi perdre du temps? On peut mettre des TGV sur la ligne. Il a proposé de mettre des lignes sur la TGV. Merci beaucoup, monsieur On va Tricart. laisser la table répondre. Jean-Marc Pouzol, la question du financement, est-ce qu'elle vous inquiète aujourd'hui? Est-ce que c'est une question cruciale pour RFF ou pas? S'il vous plaît. Alors, la question du financement est effectivement une question importante pour le projet. Ce que je peux faire, c'est témoigner d'un autre projet sur lequel j'ai travaillé, qui est la LGV Sud-Europe Atlantique. Ouais. Les plans de financement sont importants, ils sont complexes à monter et ils sont mis en place, discutés et arbitrés au bout de discussions longues après l'enquête publique. Dans le cas de la LGV Sud-Europe Atlantique, le plan de financement s'est bouclé quelques semaines avant le démarrage du chantier. Alain Rodet, ce n'est pas ce qui vous fait le plus peur, manifestement, le financement. Non, les problèmes de financement sont toujours importants, mais tout à l'heure, on indiquait les sommes qui avaient déjà été engagées par RFF sur la ligne POLT. Gérard Van den Broek rappelait un petit peu quels avaient été les investissements de la région en matière de TER. Sur les rames TER, on approchait le milliard d'euros sur 15 ans. Donc il faut quand même bien considérer à un certain moment que l'effort qui sera demandé, pour important qu'il soit, on doit être capable de le boucler. Car la piste européenne que M. Audy vient d'évoquer, elle a été évoquée également au plus haut niveau de l'État, par l'ancien président Chirac, par le président actuel François Hollande. Donc de ce point de vue-là, je crois qu'il faut être
parfaitement serein. C'est vrai que c'est difficile à financer une infrastructure lourde, mais c'est à notre portée. Et je le rappelle, actuellement, c'est la ligne à grande vitesse qui a le plus faible taux, le plus faible coût au kilomètre, moins de 14 millions d'euros le kilomètre, alors que la moyenne, c'est 26 à 27 millions d'euros dans les conditions actuelles. Il faut quand même rappeler ces chiffres. Gérard Van Den Broek, il y a effectivement la question du financement, mais après, il y a la question du billet de train. Combien pourrait coûter un Limoges-Paris en LGV? 100 euros, Écoutez, plus, moins? À chaque jour suffit sa peine. Mais on a bien dû étudier, malgré tout. Mais je vais. Attendez. Ce n'est pas la région qui fixe. Ce n'est pas la région qui fixe le prix du billet. Ce n'est pas la région qui fixe le prix du billet. Il faut quand même le rappeler. Je rappelle aussi que partout où la LGV s'est mise en place, on voit que les trains se remplissent. Et quand on fait le calcul, on serait sans doute aux alentours de 6 à 7% de plus le prix du billet. Alors permettez-moi de vous dire que si on doit gagner autant de temps, autant d'efficacité économique, autant d'ouverture sur l'ensemble de l'Europe, franchement, ça vaut la peine. Moi, je crois qu'on n'est pas dans l'idéologie ici. On est dans le bien-être des gens. Le bien-être des gens, vous disiez tout à l'heure, monsieur, que vous ne vous intéressiez pas aux gens qui allaient être impactés par le G. Ben nous nous intéressons. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Nous nous intéressons au quotidien des gens. Et le quotidien des gens, c'est à la fois leurs déplacements locaux. J'ai dit, comme vous l'avez dit, que c'est leur travail, c'est leur métier, leur possibilité de développement, leur possibilité de se déplacer. J'ai dit qu'il n'était pas temps de s'occuper. Excusez-moi. Simplement une chose. En 30 ans, 2,5 milliards de passagers ont pris les TGV sur le réseau national. Je ne savais pas qu'il y avait autant de privilégiés en France. Monsieur Pouzol, est-ce qu'on a une idée du prix du billet entre Limoges et Paris en LGV? Alors, aujourd'hui, on n'a pas d'hypothèse sur un prix de billet ou sur un tarif. On a conduit des études sur la base de prix moyens. On a pris comme hypothèse pour le prix nouveau plus 20% à peu près du prix du billet sur le panel des tarifs de transporteurs dont on sait qu'il est très large. Ouais. Jean-Pierre Audy, en 30-40 secondes, vous le dites à qui veut l'entendre. Jacques Chirac, alors président de la République, a fait la 89. Est-ce que François Hollande peut faire la LGV Limoges-Poitiers? Oui, nous le souhaitons. Juste une idée pour mon voisin. Pourquoi on ne ferait pas le même génie civil entre la 147 et la ligne LGV? Ça permettrait d'optimiser... Est-ce que c'est possible? J'en sais rien, c'est aux ingénieurs de dire. Mais c'est vrai qu'il faut l'union sacrée sur le plan politique. Les Corréziens, les Creusois, les Hauts-Viennois, on est vraiment tous derrière ce remarquable projet. Alain Rodet, en 10 secondes. François Hollande, vous l'avez au téléphone, il vous a assuré de son soutien? Nous connaissons bien François Hollande, on n'a pas besoin de l'appeler tous les matins. Nous savons effectivement qu'il a de lourdes responsabilités, il a un État qui est fortement endetté, mais c'est vrai que ce projet, par rapport à tous les projets qui sont inscrits au schéma national, il est à portée de main, il est à hauteur d'homme, et surtout pour 9 départements du centre-ouest atlantique de la France, pour le Limousin, Poitou-Charentes, mais également pour une partie du Périgord et du Quercy et du Cantal. C'est beaucoup plus qu'une poire pour la soif, c'est un geste pour l'avenir de notre jeunesse. Merci à vous, ainsi s'achève cette Voix est libre hors série, prémisse peut-être de ce que seront les arguments de l'enquête publique. Merci à vous tous, merci à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Tout de suite, la suite de votre programme régional avec Cap Sud-Ouest. Prochain rendez-vous avec l'actualité régionale ce soir, bien entendu, sur France 3 Poitou-Charentes et France 3 Limousin, à partir de 19h. Au revoir, très bon après-midi, merci.